On les a lus dans nos livres d'images, on les a vus sur nos écrans, au cinéma, mais qui connaît les versions les plus anciennes des contes de notre enfance? Raconte-moi les contes, une collection d'émissions signées, tout avec presque rien. Il existe de nombreuses versions d'un même conte de fées. C'est le propre de la littérature orale et populaire que de n'être jamais fixé. Et il n'est pas mauvais de laisser ses droits à l'imagination de chacun. Les contes de fées, tout le monde les connaît, mais sait-on d'où ils viennent, jusqu'où ils ont voyagé, comment ils se sont transformés? Installez-vous confortablement. J'ai demandé à Victor Grondin de composer la musique. Nous allons partir au pays des fées. Le conte que j'ai choisi aujourd'hui a été écrit par Charles Perrault. Charles Perrault vivait du temps de Louis XIV. Académicien, il a écrit plusieurs textes très sérieux que l'on a oubliés pour la plupart. Dans son grand âge, lorsqu'il se retire de la vie active, il se rapproche de son petit-fils et décide de lui faire un cadeau. Il recueille soigneusement les histoires que les nourrices ou les grands-mères racontent aux enfants. Ces histoires que tout le monde connaît et que l'on se transmet le soir au coin du feu, oralement, en les transformant à loisir. Ces contes, Charles Perrault les fixe sur le papier et en fait un recueil. C'est ainsi que sont publiés en 1694 les contes de la Merlois, où l'on trouve le petit chaperon rouge, Barbe Bleue, Cendrillon et bien d'autres des héros de notre enfance. Je vais vous lire aujourd'hui le célèbre conte de la Belle au bois dormant, tel qu'il est écrit par Charles Perrault il y a plus de 300 ans. Il était une fois un roi et une reine qui étaient si chagrinés de n'avoir point d'enfants, si chagrinés qu'on ne saurait le dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde. Vœux, pèlerinages, menues dévotions, tout fut mis en œuvre et rien n'y faisait. Enfin, pourtant, la reine devint grosse et accoucha d'une fille. On fit un beau baptême, on donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva 7, afin que chacune d'elles, lui faisant un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là, la princesse eut par ce moyen toutes les perfections imaginables. Après la cérémonie du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi, où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique avec un étui d'or massif, où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau d'or fin garni de diamants et de rubis. Mais alors que chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait point invitée parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était sortie de sa tour et qu'on la croyait morte ou enchantée. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'eut pas moyen de lui donner un étui d'or massif comme aux autres, parce que l'on n'en avait fait que 7 pour les 7 fées. La vieille crut qu'on la méprisait, et elle grommela des menaces entre ses dents. Une des jeunes fées, qui se trouvait auprès d'elle, l'entendit, et, jugeant qu'elle pourrait donner quelque fâcheux don à la petite princesse, alla, dès qu'on fut sorti de table, se cacher derrière la tapisserie, afin de parler la dernière, et de pouvoir réparer, autant qu'il serait possible, le mal que la vieille aurait fait. Cependant, les fées commencèrent à faire leurs dons à la princesse. La plus jeune lui donna pour don qu'elle serait la plus belle personne du monde. Celle d'après, qu'elle aurait de l'esprit, comme un ange.
La troisième, qu'elle aurait une grâce admirable à tout ce qu'elle ferait. La quatrième, qu'elle danserait parfaitement bien. La cinquième, qu'elle chanterait comme un rossignol. Et la sixième, qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments à la perfection. Le rang de la vieille fée étant venu, elle dit, en branlant la tête avec plus de dépit que de vieillesse, que la princesse se piquerait la main avec un fuseau et qu'elle en mourrait. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie, et il n'y eut personne qui ne pleurât. À ce moment-là, la jeune fée sortit de derrière la tapisserie et dit tout haut ces paroles. « Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra pas. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. Mais au lieu d'en mourir, elle tombera dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout duquel le fils d'un roi viendra la réveiller. » Le roi, pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un édit par lequel il défendait à toute personne de filer au fuseau, ni d'avoir des fuseaux chez soi, sous peine d'être exécuté. Au bout de 15 ou 16 ans, le roi et la reine étant allés à l'une de leurs maisons de plaisance, il arriva que la jeune princesse, courant un jour dans le château et montant de chambre en chambre, alla jusqu'en haut du donjon, dans une petite mansarde où une bonne vieille femme était seule, occupée à filer sa quenouille. Cette vieille femme n'avait jamais ouï dire qu'il était défendu de filer au fuseau. « Que faites-vous là, ma bonne dame ?» dit la princesse. « Je file, ma belle enfant, » lui répondit la vieille femme qui ne la connaissait pas. « Ah, que c'est joli !» reprit la princesse. « Comment faites-vous ? Donnez-moi, que je vois si je saurais en faire autant. » Elle n'eut pas plutôt pris le fuseau que, comme elle était fort vive, un peu étourdie, et que d'ailleurs l'édit des fées l'ordonnait ainsi, elle se piqua la main et tomba évanouie. La bonne vieille femme, bien embarrassée, crie au secours. On vient de tous côtés, on jette de l'eau au visage de la princesse, on lui défait son corsage, on lui frappe dans les mains, on lui frotte les tempes avec de l'eau de la reine de Hongrie, mais rien ne la faisait revenir à elle. Alors le roi, qui était monté au bruit, se souvint de la prédiction des fées. Et, jugeant bien qu'il fallait que cela arrivât, puisque les fées l'avaient prédit, il fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais, sur un lit en broderie d'or et d'argent. On eût dit un ange, tant elle était belle, car son évanouissement n'avait point ôté les couleurs vives de son teint. Ses joues étaient incarnates et ses lèvres comme du corail. Elle avait seulement les yeux fermés, mais on l'entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. Le roi ordonna qu'on la laissât dormir en repos, jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. Je fais ici une pause pour m'assurer que vous reconnaissez bien la Belle au bois dormant. À peu de détails près, elle ressemble en tout point à la Belle Aurore que Walt Disney a mise en image dans les années 70. Les fées sont un peu plus nombreuses, la vieille fée un peu plus énigmatique, mais dans ses grandes lignes, c'est bien cette histoire que l'on a retenue, n'est-ce pas ? Eh bien, je vais poursuivre la lecture et vous allez découvrir des détails qui vont vous sembler bien insolites. La bonne fée, qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir 100 ans,
était dans le royaume de Mataquin, à 12 000 lieues de là, lorsque l'accident arriva à la princesse. Mais elle fut avertie en un instant par un petit nain qui avait les bottes de 7 lieues. C'étaient des bottes avec lesquelles on faisait 7 lieues d'une seule enjambée. La fée partit aussitôt, et on la vit au bout d'une heure arriver dans un chariot de feu traîné par des dragons. Le roi alla présenter la main à la descente du chariot. Elle approuva tout ce qu'il avait fait, mais comme elle était grandement prévoyante, elle pensa que, quand la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce vieux château. Voici donc ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce château, tout sauf le roi et la reine. Gouvernante, fille d'honneur, femme de chambre, gentilhomme officier, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, galopin, garde, suisse, page, valet de pied. Elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries, avec les palefreniers, les gros chiens de la basse-cour et même la petite Pouffe, la petite chienne de la princesse, qui était auprès d'elle sur son lit. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous, pour ne s'éveiller qu'en même temps que leur maîtresse, afin d'être toujours prêts à la servir quand elle en aurait besoin. Les broches même, qui étaient au feu, toutes pleines de perdrix et de faisans, s'endormirent, et le feu aussi. Tout cela se fit en un instant. Les fées n'étaient pas longues à la besogne. Alors, le roi et la reine, après avoir baisé leur cher enfant sans qu'elle s'éveillât, sortirent du château et firent publier des défenses à qui que ce fût d'en approcher. Ces défenses n'étaient pas nécessaires, car il poussa en un quart d'heure tout autour du parc une si grande quantité de ronces et d'épines entrelacées les unes dans les autres que bête ni homme n'aurait pu passer. En sorte qu'on ne voyait plus que le haut des tours du château. Encore n'était-ce que de loin. On ne douta point que la fée n'eût encore fait là un tour de son métier, afin que la princesse, pendant qu'elle dormirait, n'eût rien à craindre des curieux. Au bout de 100 ans, le fils du roi, qui régnait alors, et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'était que ces tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon qu'il en avait ouï parler. Les uns disaient que c'était un vieux château où il revenait des esprits. Les autres, que tous les sorciers de la comté y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait, et qu'il emportait là tous les enfants qu'il pouvait attraper pour pouvoir les manger à son aise sans qu'on pût le suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage à travers le bois. Le prince ne savait qu'en croire, lorsqu'un vieux paysan prit la parole et dit : « Mon prince, il y a plus de 50 ans que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse, la plus belle qu'on eût su voir, qu'elle y devait dormir 100 ans, et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi, à qui elle était réservée. » Le jeune prince, à ce discours, se sentit tout de feu. Il crut, sans hésiter, qu'il mettrait fin à une si belle aventure, et, poussé par l'amour et par la gloire, il résolut de voir sur-le-champ ce qu'il en était. À peine avançait-il vers le bois que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s'écartèrent d'eux-mêmes pour le laisser passer. Il marcha vers le château qu'il voyait au bout d'une grande avenue, où il entra. Et, ce qui le surprit un peu, il vit que personne de ces gens n'avait pu le suivre, parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'ils étaient passés. Il ne laissa pas de continuer son chemin. Un prince jeune et amoureux est toujours vaillant. Il entra dans une grande avant-cour,
où tout ce qu'il vit d'abord était propre à le glacer de peur. Il y avait un silence affreux. L'image de la mort s'y présentait partout, et ce n'étaient que des corps étendus d'hommes et d'animaux qui paraissaient morts. Il reconnut pourtant bien, à leur nez bourgeonné et à leur face vermeille, qu'ils n'étaient qu'endormis, et leur tasse, où il y avait encore quelques gouttes de vin, montrait assez qu'ils s'étaient endormis en buvant. Le prince passe dans la grande cour pavée de marbre. Il monte l'escalier, il entre dans la salle des gardes qui étaient rangés en haie, la carabine sur l'épaule, ronflant de leur mieux. Il traverse plusieurs chambres pleines de gentilshommes et de dames, dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entre dans une chambre toute dorée, et il voit sur le lit, dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés, le plus beau spectacle qu'il eût jamais vu. Une princesse qui paraissait avoir 15 ou 16 ans et dont l'éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et, rempli d'admiration, il se mit à genoux près d'elle. Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla, et le regardant avec des yeux les plus tendres qu'une première vue ne pouvait le permettre, elle dit : « Est-ce vous, mon prince ? Vous vous êtes bien fait attendre. » Le prince, charmé par ces paroles et encore plus par la manière dont elles étaient dites, ne savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance. Il l'assura qu'il l'aimait plus que lui-même. Ses discours furent mal rangés, ils en plurent davantage. Peu d'éloquence, beaucoup d'amour. Il était plus embarrassé qu'elle, et l'on ne doit pas s'en étonner. Elle avait eu le temps de songer à ce qu'elle aurait à dire, car il y a apparence, même si l'histoire n'en dit rien, que la bonne fée, pendant un si long sommeil, lui avait procuré le plaisir des songes agréables. Enfin, il y avait 4 heures qu'ils se parlaient, et ils ne s'étaient pas encore dit la moitié des choses qu'ils avaient à se dire. Une fée qui arrive en chariot tiré par des dragons, un nain qui lui passe les bottes de 7 lieues, la petite chienne Pouf endormie près de la princesse. Avouons que Perrault livre à notre imaginaire quelques détails croustillants que Walt Disney n'a pas retenus. Que pensez-vous des premiers mots de la Belle au bois dormant à son réveil ? Vous vous êtes bien fait attendre. Elle ne manque pas d'humour, la princesse, n'est-ce pas ? Dans notre imaginaire, l'histoire s'arrête ici. Le prince trouve sa princesse. Ah, l'instant merveilleux qui a fait rêver tant de petites filles. Notre mémoire en général s'accommode de cette fin. Et tout le monde conclut en chœur la fameuse phrase « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Savez-vous que je n'ai trouvé cette expression nulle part dans les contes de fées de Perrault ? Oh là là, toutes ces idées que l'on croit évidentes. Eh bien, sachez que dans la version écrite par Perrault, le mariage n'est pas une fin, loin de là, car au moment où le prince embrasse la princesse, nous en sommes à peu près à la moitié de l'histoire. Incroyable, n'est-ce pas ? Si vous voulez connaître la suite des péripéties de la Belle au bois dormant et de son prince, je vous invite à cliquer sur le prochain épisode. Nous y découvrirons comment la princesse au bois dormant deviendra reine, et nous reviendrons sur les différentes versions de ce conte, de la plus ancienne version écrite, signée Giambattista Basile, à celle de Walt Disney, en passant par la version des frères Grimm. Merci à Marie Michaud pour la technique et les images. Un remerciement particulièrement chaleureux à Victor Grondin qui a tout spécialement composé et interprété la partie musicale de cette série d'émissions. Retrouvez ces titres sur notre page consacrée à ce conte
rendez-vous sur notre site, tout avec presque rien.